Sunday Night Production. Dans cet épisode, on parle d'images au pluriel, d'être un photographe à l'ère du smartphone, de Bali et de digital nomadisme, de cauchemar, d'avoir un monde intérieur gigantesque, des formations à l'américaine, d'uniformisation, de savoir qui on est, de tout corriger avec Photoshop, de vulnérabilité, de networking pour les créatifs, de décider qu'on n'a pas envie, de maintenir son site à jour, de montagnes russes, mais surtout, on va voir que photocopier une photocopie d'une photocopie, c'est le meilleur moyen d'être comme les autres, mais en moins bien. Vous êtes tout dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Pauline Goyard. C'est rigolo parce que quand j'enregistre à distance, ça arrive jamais en vrai, mais quand j'enregistre à distance, vous vous mettez tous à danser sur le générique. C'est vrai, parce qu'il est dans les oreilles, tu vois. Il y a un truc. Il y a un truc de la bonne humeur avant de commencer le personne ne le fait en face de moi, mais par contre, à distance, c'est systématique, vous vous mettez à danser. Alors, me mets pas un challenge, je serais capable de le faire en face de toi, je pense. Hein. Ah bah écoute, quand on enregistrera un autre épisode en personne, quand tu reviendras en France à ce moment-là. Écoute, c'est parti. On verra si tu tiens parole. Bonjour Pauline. Eh ben bonjour Julien. Bienvenue dans cet épisode. On va commencer par des remerciements. C'est Alison Boons qui nous a mis en contact tous les deux. Ouais. Comment est-ce que vous vous connaissez toutes les deux? Alison, on a été ensemble sur la formation de Work and Pop. On avait toutes les deux, on était toutes les deux formatrices. Et ensuite, moi, je l'ai invitée sur un de mes lives pour Adobe. Et voilà, comme ça, on s'est mieux connus. Et aussi, je sais pas si c'est un secret ou pas, mais je la mentor un petit peu au niveau Photoshop et tout. Je lui ai filé des cours un peu particuliers pour l'aider à faire des photos encore plus stylées. Donc voilà, on apprend à mieux se connaître, c'est assez cool. Le monde est tout petit en tout cas. Ouais. Tous les épisodes commencent de la même manière. On va commencer par l'elevator pitch. Donc je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un elevator pitch. Oh là là, il fallait réviser. En gros, c'est tu es dans l'ascenseur, il y a une main qui passe, qui bloque la porte. Steve Jobs rentre à côté de toi et tu sais qu'il avait cette manie de coincer quelqu'un dans un ascenseur entre 3 étages et lui demander ce qu'il faisait. Et tu as 3 étages en fait pour expliquer à Steve Jobs ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis salut, comment ça va? Moi je suis photographe, directrice artistique et ma passion c'est tout ce qui est visuel. C'est comment on communique avec des images et du coup ça peut être tout et n'importe quoi. Mon outil préféré c'est la photo, mais c'est vrai que ça peut être des vidéos, du graphisme, des trucs. Ma passion, c'est comment on raconte des trucs avec des images. D'accord. Voilà. Alors justement, c'est un segue très facile pour la question suivante. Enfin, en tout cas, ce que je m'étais noté, c'est que d'habitude, on reçoit des photographes, je mets des grands guillemets, purs et durs. Ouais. C'est certainement un biais qui vient de moi, parce que je viens du reportage et mon entourage est plus orienté là-dedans. Dans ton cas, j'ai l'impression que dire photographe, c'est une définition un tout petit peu étriquée de ton travail, même si on verra un petit peu plus tard dans l'épisode que tu as commencé comme encore avec des guillemets simple photographe. Mais comment tu définirais justement ça pour toi? Écoute, je pense que ça fait quelques années qu'on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est être photographe. Qu'est-ce que ça veut dire être photographe en fait à une époque où tout le monde a un téléphone dans la poche, je pense que il est temps de remettre en question ce que c'est un photographe et est-ce que tu te définis par ton outil? Est-ce que tu te définis par ce que tu fais? Enfin, je veux dire, il y a déjà plein de gens qui ont réfléchi à ça. Mais je pense qu'on est à une époque où il faut s'adapter, en fait. Où c'était cool quand c'était hyper compliqué de développer des films. Et oui, il y avait un vrai statut de photographe. Maintenant, t'as intérêt à apporter un autre truc, non? Ouais. Et puis, c'est quoi le post-traitement, finalement? À quel moment ça s'arrête? C'est ça. Et puis, tu vois, je vois de plus en plus, là... Bon, alors, je vous préviens, mais ça va arriver. Ça arrive vraiment, là... Il y a aussi l'arrivée de la 3D, l'arrivée de toutes ces choses-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce qu'il faut vraiment photographier la réalité? Tu vois? Est-ce qu'un photographe il se définit par son appareil photo? J'ai pas les réponses, mais je pense que il faut se remettre un petit peu en question là-dessus. Et ça dépend. Qu'est-ce que tu photographies? Moi, je pense que je photographie des mondes intérieurs, des trucs qui se voient pas.
Et puis est-ce que tu es un photographe ou un artiste? Est-ce qu'un photographe est nécessairement un artiste? Est-ce qu'un artiste peut être un photographe? On peut se poser la question dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que si tu te définis photographe que par ton outil, la vie, ça va être pas simple. Je pense que ça fait quelques années que du coup, c'est pas très simple et ça va devenir de moins en moins simple. Et puis quand on voit en plus les outils qu'on a à disposition et l'évolution de ces outils-là, justement, il y a certainement beaucoup d'évolutions encore à venir. On n'en est peut-être que au début. Carrément, ouais. Alors, je me suis noté dans mes petites notes d'introduction que tu es très très cash. C'est vrai. T'hésites pas à dire les choses. Alors, ça se voit beaucoup dans le livre. C'est quoi tes sources? Alors, j'ai téléchargé, tu as un livre qui en plus est gratuit, hein, donc je vous encourage à tous y aller, sur ton site, sur comment être créatif, qui est... moi, je trouve que c'est assez simple et de bon sens, en fait. Mais par contre, tu le dis, t'y vas, quoi. T'as pas de filtre, tu prends pas de gants sur la manière de dire les choses. Est-ce que c'est un trait de personnalité? Est-ce que, justement, c'est peut-être quelque chose qui fait que ça te permet d'avancer, justement, dans la direction dans laquelle tu vas? Ah, c'est intéressant que tu dises ça. Je pense que j'ai pas plusieurs personnalités. Tu sais, il y a des gens qui mettent leur masque. Ça y est, je suis le professionnel. Ça y est, je suis. Moi, je pense que je suis la même personne partout. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai écrit ce guide comme je parlerais, je pense. Et c'était pas un effort marketing, quoi. C'était juste être. C'était juste, t'as couché sur le papier ce que t'avais dans la tête à ce moment-là. Bah ouais. De la manière dont c'est sorti et sans s'inquiéter. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis noté, c'est le dernier point de cette introduction, que tu es une digital nomade. C'est un terme très très à la mode, mais j'ai l'impression que toi tu le fais un peu proprement, dans le sens où en tout cas la manière dont tu peux l'exploiter, ça va être d'aider les autres plutôt que d'essayer d'attirer les regards vers toi. On est en train d'enregistrer, toi tu es à Bali en ce moment. Oui, c'est ça. Magie de la technologie, on peut enregistrer en étant à deux opposés du monde. Bah ouais, c'est clair. Bah écoute, j'ai commencé il y a 2 ans. Et en plus, j'avais un studio photo que j'ai fermé. Et finalement, c'était peut-être la meilleure idée que j'ai eue. Parce que 6 mois après, il y a le Covid qui est arrivé. Et je pense pas que j'aurais survécu. Mais je veux dire, ça aurait été compliqué, en fait, de pas travailler à distance à ce moment-là. Tout le monde s'est rendu compte que c'était une nécessité, là, de travailler à distance. Et comme j'ai commencé un peu avant, bah du coup, voilà. Et... écoute, pour moi, c'était assez naturel. J'ai toujours voyagé. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais tu vois, j'avais pris un billet d'avion. J'étais partie en Thaïlande toute seule quand j'avais 18 ans. C'était à une époque où on n'avait pas les iPhones, quoi. Ouais. C'était fallait dans le cybercafé pour dire à mes parents que j'étais en vie, quoi. Donc moi, ça a surpris personne quand je suis partie. Mes amis, ils m'ont tous dit, mais c'est pas trop tôt, quoi. Donc c'était plus logique de te voir voyager que de te voir enchaîner à un lieu finalement. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'était Je comprends qu'il y a un phénomène de mode et de gens qui claquent tout et j'en rencontre beaucoup ici et c'est vrai que je me sens pas forcément à la même étape. Ouais. Oui, Bali, c'est une destination assez populaire pour les gens qui veulent se libérer entre guillemets des chaînes d'un bureau. Ouais, carrément, parce que ça te permet d'avoir quand même une qualité de vie qui est, on va pas se mentir, extraordinaire pour des moyens minimaux. Donc, si tu as une idée de business, si tu as envie de développer un truc, si tu as envie de te développer en ligne, bah, tu vois, tu as 1 an d'économie de côté. En France, tu survivrais 4 mois avec ça. Là, tu tiens 1 an en Bali, tu as une piscine dans ton jardin et tu peux t'arracher et construire ton truc, quoi. Bon, là, un peu moins. Hein. Le Covid, je t'avoue que ça fait 2 ans que c'est tout vide, mais ça va revenir. Sur ta philosophie photo, on va parler de tes inspirations. C'est quoi tes photographes, tes livres, tes photos préférés? Alors c'est marrant que tu dis ça parce que je pense que mes plus grandes inspirations c'est pas des photographes. Hein. C'est pas des photographes et moi je vais plutôt peut-être me tourner vers la peinture. Bah évidemment le cinéma, beaucoup la musique et je pense qu'au niveau de la peinture, le premier qui me vient à l'esprit c'est Beksinski. Alors, si vous devez chercher ça sur Google, c'est Beksin. Bon, et après, Google va vous remplir le reste. Je mettrai les liens dans les notes d'épisode, comme ça sera plus simple pour aller cliquer dedans directement. Carrément. Et c'est pareil, je pense que c'est des gens... Je pense aussi à Gottfried Einem. C'est un nom à coucher dehors, je te filerai les liens. Et en fait, c'est des gens qui s'attardent plus à représenter... des choses surréalistes, des univers intérieurs.
Tu sais ce que j'adore dans tes références, c'est que d'habitude on me sort des photographes dont je suis censé connaître tout le monde. Je fais ouais. Ok. Je hoche la tête. Là, j'ai pas besoin de faire semblant. Je ne connais pas. Je sais pas de qui tu parles, mais du coup, on ira voir. Je vais mettre toutes les notes dans Ouais, tous les carrément. sites dans les notes d'épisode, et puis les gens pourront aller se faire une petite idée de ce qui t'inspire. Du coup, qu'est-ce qui te fait déclencher, puisque pour toi la photo, alors la question elle peut être intéressante justement te concernant, parce que pour toi la photo elle se fait en plusieurs étapes. Du coup, il y a le moment où tu prends la photo, mais il y a le moment après où tu la traites et où tu vas lui donner vie quelque part. Du coup, c'est quoi qui te fait déclencher? Ah, c'est intéressant. Euh, je pense que c'est une idée, quelque chose à l'intérieur de moi, tu vois. Je fais beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars, beaucoup de trucs, et j'ai des images qui sont coincées. J'ai Mm. l'impression d'un espèce. Je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que c'était pas le cas de tout le monde en fait, que c'était un peu bizarre. Enfin, je sais pas. Franchement, j'ai l'impression d'avoir un monde intérieur, mais gigantesque. Mm. Tu vois, c'est juste quand les gens parlent de Tolkien, tu vois, il a construit un univers pareil. J'ai la sensation d'avoir la même chose à l'intérieur. Et il y a un moment, il faut que ça sorte, quoi. Et c'est ça. Et du coup, il y a des images qui restent bloquées, quoi. Donc il y a un moment, j'essaye de les créer. Et bah, c'est vrai que moi, mon outil préféré, c'est la photo. Je pense que c'est celui que je maîtrise le plus. Peut-être que si j'étais peintre ou dessinatrice, j'arriverais à les peindre, ce serait trop cool, quoi. Mais bah, je suis meilleure photographe. Donc du coup, c'est pour ça. J'ai vu, alors on abordera ça plus en détail après, mais j'ai vu que tu avais des photos qui étaient très préparées. Est-ce que toutes tes photos sont très préparées, ou est-ce que des fois tu te laisses porter par l'inspiration comme elle vient, c'est-à-dire tu fais une photo et après tu la prends et tu la travailles sans forcément savoir où tu vas atterrir? Je pense que c'est un mélange des deux, tu sais. C'est à la fois très préparé, j'ai des croquis, une image en tête, et là, je m'en sépare complètement. Je vais essayer de Enfin, tu vois, je vais essayer de trouver un modèle, de faire le shoot, de créer cette image, mais j'oublie quand même ce qui s'est passé avant. Tu vois, il y a une déconnexion et après, je vais partir sur la retouche, mais sans avoir ce croquis à côté, quoi. Vraiment, je laisse le truc Donc en fait, se c'est faire lui-même. alternativement clair et pas clair dans ta tête, finalement, ce que tu vas en Ah, faire. mais oui, mais ça, c'est... Ouais, ouais, carrément. Et finalement, des fois, c'est assez amusant de voir que j'ai oublié ce croquis, tu vois, et quand je vois la photo, je retombe sur mes notes que j'ai fait 6 mois avant, et je fais, ah, mais en fait, c'est exactement cette Mm. image. Elle t'a accompagné, mais elle est un peu sortie, elle est un peu revenue. Ouais, c'est ça, tu vois, donc c'est pas rester accroché à son idée comme une vieille moule. Tu vois, faut aussi s'en libérer un peu, mais Va la laisser donc, vivre, quoi. ouais, c'est ça. Mais c'est pas évident, hein. Mm. Mm. Ah, mais ça demande beaucoup. Je pense que c'est certainement une des choses qui est le plus difficile à accepter, parce que finalement, quand tu veux devenir photographe, tu as l'impression qu'il faut être dans le contrôle de tout. Je pense que ça va être un thème assez récurrent en fait de cet Ouais. épisode. C'est justement la conception qu'on a, qui est communément acceptée en tout cas du métier de photographe, qui va être plus celle du côté reportage pur, où il faut absolument être dans le contrôle. Et justement, de ton côté, j'ai l'impression que tu as réussi à te libérer de ce poids-là quelque part. Ce qui va nous amener d'ailleurs à la question suivante, ce que je disais un peu en intro. Moi, je suis câblé pour comprendre ce qui est réaliste, moi, ce qui relève de l'imaginaire, en fait. Qu'est-ce que toi, tu cherches à exprimer dans tes photos? Ce que je cherche à exprimer, je pense que je cherche à ouvrir une fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, sur les rêves, sur tous ces trucs surréalistes. Parce que, en fait, quand on fait ça, enfin, quand je fais ça, ça me permet de montrer aux gens peut-être qui je suis vraiment et de connecter avec des gens qui comprennent ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si je reformule ce que tu viens de dire, en fait, Ouais. moi, je fais un reportage sur ce qui se passe devant moi, toi, tu fais un reportage sur ce qui se passe dans ta tête, en fait. Ouais, c'est ça, ça se passe à l'intérieur, mais en même temps, c'est commun à plein de gens. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'esprit humain, les rêves. Je pense qu'on a. Tout le monde n'est pas capable de le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis parfois aussi, c'est rencontrer quelqu'un et être capable d'exprimer quelque chose qui est à l'intérieur de lui et pas juste ce qui est visible. Hmm. Je pense que c'est intéressant. Mm. Donc en fait, tu sors ce qui est de toi, en fait. C'est Ouais, juste que, carrément. en fait, il n'y a pas de réelle différence entre la manière dont on va aborder les choses. C'est simplement qu'on photographie pas le même sujet. Toi, ton sujet, c'est toi. Exactement. Bah, pas forcément moi. Je pense que c'est
justement, je pense que je suis sortie de ça, de l'autoportrait, de l'aspect thérapeutique. Non, c'est aller photographier un monde parallèle surréaliste qui existe Dans ta peut-être tête. dans ma tête ou superposé au nôtre. Et je trouve ça hyper cool d'aller essayer de photographier ça. C'est un challenge, hein. Mais, Non, mais je vois, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui le fait finalement, parce que c'est un vrai travail. Enfin, si c'était facile, tout le monde le ferait comme toujours. Hein. Carrément, il y a beaucoup de peintres qui font ça. Ouais. Alors que c'est plus facile d'aller photographier ce qui est devant soi, même si c'est pas toujours très intéressant. Mais voilà, c'est plus, on va dire que c'est plus abordable en fait sous cette forme-là. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'aimerais juste rebondir sur, tu vois, ça et la question que tu m'as posée au début, qu'est-ce que c'est d'être photographe et est-ce que tu as vu, alors je sais plus son nom, ce mec-là, ce photographe de Magnum, qui a fait tout un reportage en faisant croire qu'il a fait un reportage et en fait, il a fait tout un bouquin et en fait, c'est que de la 3D. J'ai et il a trollé tout le monde. Je ne sais plus de qui il s'agit. Je vais faire des recherches. On va retrouver le lien pour que vous alliez voir. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Et en fait, il a écrit un bouquin. Le bouquin, il est écrit par une intelligence artificielle. Il n'a pas écrit un seul mot. Et toutes les photos, les gens ont tous dit « Waouh, c'est génial !» et tout. Et en fait, c'était que de la 3D. Et c'est un photographe, Magnum. Donc, tu vois, il est dans cet aspect reportage que tu décris. Et je trouve qu'il pose les bonnes questions de ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce que vraiment, est-ce que la photo est encore ce qu'on en a cru? Parce que finalement, on reste sur de la photo, la définition de la photo de l'époque argentique. Bah ouais, c'est ça. Plus du tout ça. Et je trouve que ça interroge beaucoup, ça pose beaucoup de questions sur le projet, et je trouve ça trop cool. D'accord. Non, mais je vois tout à fait. Moi, je vois, tu vois, c'est rigolo. Il y a pas si longtemps, j'ai retrouvé un vieil appareil photo argentique, donc celui que j'avais quand j'étais jeune. Donc, j'ai recommencé à faire des photos comme ça, et avec des pellicules. Et j'ai beaucoup aimé le process. L'appareil est très simple, hein. C'est un petit Olympus. Il n'y a aucun réglage dessus à part activer ou désactiver le flash. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait d'être obligé de réfléchir. C'est pas comme un numérique où tu pointes et puis clac, 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 tu fais 20 photos. Dans le temps, il y en a une qui est bonne. Là, tu as intérêt à réussir ta photo du premier coup. Donc, tu t'arrêtes, tu ralentis, tu cadres bien, tu t'assures que tu as bien cadré, tu t'assures que ton sujet est au bon endroit. J'ai vachement aimé le process. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai essayé de me trouver un appareil photo un peu sérieux en argentique parce que j'aime bien ce processus. Et en même temps, en numérique, je discute avec Éric René Penoy, donc qui est l'épisode qui a précédé le tien. Et il me dit, moi, je fais du mode rafale et j'en fais des gifs. Et je les insère dans ma galerie, je les insère dans mon blog et tout. Et en même temps, tu as ces deux conceptions qui n'ont rien à voir de la photographie, parce que d'un côté, tu fais une image et tu intéresses qu'elle soit nickel dès le départ. Et de l'autre, tu en fais 40 ou 50 à la minute. Et elles vont servir aussi, mais différemment. Et aujourd'hui, c'est quoi la photo, en fait ? Bah, c'est ça. Et puis, tu vois, maintenant, tu ouvres un logiciel de 3D. Il faut que tu choisisses ton éclairage. Bon, ça s'appelle un studio photo. Tu choisis ta softbox, ton machin, ta backlight, ton truc. Tu choisis ton objectif. Enfin, je veux dire, c'est des connaissances de photographe. Il faut choisir le plan, le cadrage, l'objectif, la lumière. Désolé, mais c'est des connaissances de photographe. Et ça, on l'a vu surtout cette année avec Covid, là où il y a plein de shootings qui n'ont pas pu se faire, où il y a eu beaucoup de marques. Vous pensiez que c'était des vraies photos, et en fait, non, ils ont tout fait en 3D. Et je pense que faut pas sous-estimer la connaissance qu'on a, en fait, d'être capable de faire ça. C'est pas parce qu'on n'a pas un appareil photo dans les mains qu'il va falloir prendre des décisions là-dessus artistiques, et je trouve ça hyper intéressant. Donc, faut pas forcément se fermer à ces nouveaux trucs, Tu peux pousser encore tellement plus loin. Enfin, si tu regardes avec les nouveaux iPhones, avec la possibilité de faire ton point après coup, ce qui est quand même, c'était de la science-fiction. Il y a quelques années, il y a des mecs qui essayaient de sortir des appareils photo. Il y a une boîte qui avait sorti un appareil photo, je crois qu'il y avait 24 ou 25 lentilles sur la façade de l'appareil photo pour te permettre de refaire après coup ta mise au point. Aujourd'hui, ça existe dans un iPhone, quoi. Et c'est clair. Et puis ton iPhone, tu scannes un objet aussi, tu tournes autour et bam, il existe en 3D. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le mettre dans ta scène et de refaire ça? Enfin, c'est fou. Plus la vidéo dont on n'a pas parlé. Enfin, il se passe beaucoup de choses, en fait. Le sol, il est mouvant là pour les photographes. On n'a même pas encore parlé de l'audio et de rajouter encore une couche par-dessus ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même la manière dont c'est consommé, le livre photo existe encore, mais c'est plus la même chose. Et finalement, moi, je pense que consommer sur Internet de l'image, c'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, ça doit pas être une copie conforme du livre. Tu vois, ça doit pas être juste une image. T'as accès à plein de choses et il faut exploiter tout ça. Et là, en fait, t'offrira quelque chose de plus riche. Je suis carrément d'accord avec toi. C'est vrai.
Je pense qu'il y a plein de nouvelles choses qui se passent, mais du coup, faut pas les appliquer à l'ancien modèle, quoi. Ouais, on a Quand je juste vois, pas tu compris sais, comment l'exploiter, quoi. bah c'est ça, tu vois, quand je vois les mecs qui sortent des NFT, tu vois, t'en as entendu parler cette Ouais. année, et que en fait ils vont faire une expo dans une galerie sur des télés, je trouve ça tellement triste. Mm. Tu Oui. vois, je me dis, il y a peut-être un truc à réinventer là. Alors qu'il y a un Pourquoi truc vous génial avez... à faire, Ouais, mais c'est juste qu'on n'a pas encore compris comment l'exploiter réellement, quoi. bah c'est ça, genre, les mecs, soyez créatifs, quoi. Il y a un truc nouveau, sortez-nous de la galerie et de la télé, quoi. Mm. C'est vraiment triste. C'est Voilà. clair. Donc je pense que on a ce rôle-là, là, en photographe. Voilà, on est dans les sables mouvants en ce moment. De réinventer. Oui, il y a eu pendant le Covid, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, que je trouvais en même temps génial et en même temps très mal fichu. C'est toutes ces galeries virtuelles qui ont essayé de Mais c'est s'imposer à ce horrible. moment-là, où tu te disais, bah tiens, je vais aller me faire une expo sur mon ordinateur. En fait, tu as cette espèce de monde totalement vide et totalement sans vie, qui prétend te faire découvrir quelque chose sur un petit écran de smartphone. Comment tu peux Bah c'est clair. apprécier une expo comme ça, quoi. Tu vois, c'est Malo qui est passé dans le podcast au tout début, il y a une bonne trentaine d'épisodes. À un moment, je me suis retrouvé dans son exposition chez lui, et donc il y avait les vrais cadres, parce qu'il imprime ses photos, et tu vois la photo sur un écran d'ordinateur, ou tu la vois en vrai, en grand format, accrochée à un mur. T'as pas la même chose, t'as pas la même C'est pas la compréhension, même t'as pas chose. la même émotion, t'as pas les mêmes choses. Donc c'est pas une mauvaise chose de l'avoir sur un écran, mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de le faire? Bah c'est clair, hein. Enfin, regarder un Yves Klein dans un bouquin et regarder un Yves Klein au musée, faut le comprendre. Enfin, il y a des choses qu'il faut regarder en vrai, quoi. On va renommer l'épisode dans l'œil du philosophe. On est en train de partir très loin. Euh, Quand ma question suivante, c'était justement sur l'évolution de la photo à travers toi. En fait, toi, t'hésites pas à transformer tes images par le dessin. Tu insères des effets, tu insères des choses qui n'existent pas. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est preuve que c'est dans l'air du temps. Hier, moi, j'étais chez Apple, dans un Apple Store. On apprenait à manipuler des portraits photos avec une application qui s'appelle Procreate, que tu dois certainement connaître. Oui, également. carrément. Euh, Du coup, alors moi je me suis noté ça en fait. Moi je suis un photographe de reportage. Tes photos, c'est un monde totalement différent du mien. Comment tu t'arrives à t'autoriser ce genre de manipulation finalement, parce que tu as commencé comme tout le monde à faire des photos relativement simples et sans forcément y aller franchement. Enfin, je veux dire, n'importe qui commence la photo va se poser la question à un moment de qu'est-ce qui est trop en termes de retouche et jusqu'où tu peux aller. Toi, tu pousses très très loin justement cette manipulation-là. Comment tu t'es autorisé ça? Ah, c'est hyper intéressant comme question. En fait, je suis pas partie comme photographe. Photographe, j'avais hésité entre faire des études de photo et faire des études de graphisme, et je suis partie vers le graphisme, la com visuelle, le motion design. Donc moi, j'ai étudié ça 5 ans en fait avant, et j'ai bossé en graphiste et DA. Et je pense que du coup, j'étais pas coincée en mode photo. Tu vois, peut-être, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore la création. Tu vois, je vous parle de peinture, je vous parle de toutes ces références, et la photo, ça en fait partie. Et parfois, j'ai l'impression que les photographes restent un peu entre eux et qu'ils vont s'inspirer d'autres photographes. Et je pense que moi, mes inspirations, elles sont autres, et c'est comme ça. Tu vois, si tu regardes du Annie Leibovitz pour faire une photo, bah ça y est, t'as toutes les photos qui se ressemblent et tout le monde fait la même lumière, quoi. Alors que si tu regardes de l'illustration, de la peinture, le monde autour de toi, et que tu ramènes ça dans tes photos, bah tout de suite, tu vas raconter autre chose. Enfin, j'espère. Donc peut-être que ça peut être une piste pour ceux qui sont un peu ancrés dans la réalité. En fait, arrêtez de regarder des photographes. Voilà, je vais cache. Arrêtez de regarder des photographes. Parce qu'en fait, c'est déjà leur traduction de leur univers. Tu vois, c'est déjà digéré par eux. Donc c'est plutôt aller regarder un autre truc. Digérez-le et sortez-le. Et je sais pas ce que t'en penses. Si je dois interpréter ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que tu dis que quand on regarde un photographe, finalement, est-ce qu'on se regarde pas un peu soi-même quelque part? Non, c'est une espèce de boucle infinie de laquelle on sort jamais, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et puis du coup, tu fais que du remâcher. En fait, tu fais lui, mais moins bien. Ouais. Parce que lui, en fait, je vais pas dire moins bien, je dis différent, mais. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est déjà. Si il a pris son inspiration qui était pas de la photo et que c'était par exemple de la peinture de son enfant, de machin, de trucs, il l'a traduit en une photo. C'est déjà la substance de tous ces moments-là. Donc en fait, toi, tu vas regarder ça pour reprendre un peu de. Tu vois, c'est déjà
Oui, en fait, c'est sa création à tu lui. remâches quelque chose qui a déjà été mâché, et du coup, est-ce que... enfin, Ouais, c'est comme si tu fais une photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie, tu perds un petit peu à chaque fois. c'est ça. Alors je ressens pas trop ça en France sur la photo, mais je ressens énormément ça aux États-Unis où il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de trucs. Mm. Tu vois tous les profs online et t'as l'impression qu'il y a le maître, tu vois, qui partage tous ces trucs et là il y a tous les élèves qui font. C'est presque un système Qui pyramidal, colle. tu vois. C'est du copier-coller en moins bien à chaque fois, tu vois, Mm. c'est marrant. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression d'être Non, un non, peu méchante là. non, non, j'en pense. Alors moi, je sors de cette formation-là justement. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, je me suis noté et donc à un moment, j'ai fait Two Man You, donc je sais pas si tu connais les Two Man, mais c'est un petit peu les rois du Ah, je monde, connais pas ça. les rois du monde en mariage à l'heure actuelle. Ils ont Ouais. fait la formation. Ok. Euh, ultime, je mets des guillemets, mais vraiment, enfin, genre, ils ont vraiment mis, ils ont formé beaucoup de monde, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient à mettre dans une formation en ligne qui dure 14 semaines. Je l'ai fait sur les conseils d'Alison, justement, Ok. qui, elle, l'a fait il y a quelques années en présentiel et qui m'en a dit beaucoup de bien. Elle a raison, en fait, dans le sens où ça t'apprend énormément de choses sur la photo. Le truc, en fait, c'est que quand tu rentres dans quelque chose comme ça, il faut accepter d'être happé et que pendant un temps, tu vas avoir un sac de trucs à appliquer et que tu vas Ouais. sortir ça, sortir ça, sortir ça, sortir ça. Et petit à petit, en fait, toi, tu vas émerger en dessous de tout ça. Donc, une fois que ça s'est rentré, ta vraie personnalité, ce que tu fais toi, va arriver. Tu vas remettre un petit peu de toi et tu vas t'approprier réellement tout ça et garder ce qui t'intéresse et pas ce qui t'intéresse pas. Et voilà. Et donc, après, effectivement, il y a des gens qui seront jamais capables de se sortir de ce truc-là, mais c'est ça aussi de grandir, c'est de prendre des choses à droite à gauche et puis de les adapter, de décider de ce que tu gardes, ce que tu dégages. Et voilà. Par contre, ils ont un truc. Et c'est vrai que malgré tout ce que peut avoir ce côté très américain, tu vois, et business de la formation, moi j'ai retenu une phrase de tout ça. Quand il parle de la retouche, pourtant Dieu sait que donc l'animan, c'est Monsieur Photoshop. Enfin, il retouche énormément ses photos et tout. Et il a cette phrase, et c'est marrant que ça tombe au moment où je te reçois toi, en fait, parce que tu vois, ça résume. Moi, j'ai longtemps eu peur de tricher sur mes photos quand je les retouche, de trop les modifier, que ça se voit, que truc. Et lui a cette phrase au moment où on attaque Photoshop, où il dit c'est de l'art, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire les choses. Ok. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, c'est certainement une des plus grandes limites qu'un photographe débutant va se poser, c'est de se dire, j'ai pas le droit de faire ça. Et justement, c'est ce que je trouve intéressant chez toi, c'est que toi, tu n'as pas cette contrainte de te dire ça doit être absolument réaliste, je fais ce que je veux. D'accord. Bah, du coup, alors, je vais juste revenir sur ce que tu disais sur les formations aux États-Unis et tout. Alors, gros disclaimer, moi, je suis un enfant de ces trucs-là, quoi. J'en ai mangé plein de vidéos, c'est grâce à eux que j'ai tout appris. Ouais. Donc, vraiment, il y a beaucoup de qualité là-dedans. Mais c'est vrai que je vois aussi une sorte d'uniformisation de la photo. Ouais. Après, oui, évidemment, ça apporte des choses incroyables. Enfin, moi, j'aurais pas pu être photographe 15 ans avant. Enfin, tu vois, ça aurait été un effort différent. Et là, c'est vrai que c'est quand même des opportunités incroyables de tout apprendre en ligne. Mais il faut aussi avoir ce regard critique et se nourrir soi-même de ses propres références. C'est assez bon et ses mauvais côtés, mais il faut être capable de garder de la distance, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je reproche un peu, c'est que je trouve qu'il manque toujours une petite partie dans le cours, genre qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est toujours un peu ça. J'ai l'impression qu'ils te filent une recette et voilà. Et donc, allez-y, faites la recette parce que c'est cool. Et après, n'hésitez pas à cuisiner vos trucs, aller chercher vos inspirations, aller au musée, regarder d'autres choses. C'est ce que je disais en intro quand on parlait du côté Bali, d'être digital nomade. C'est très à la mode. Il y a plein de gens qui vont essayer d'appliquer la recette et qui n'ont pas forcément compris que la recette, c'est peut-être d'apporter quelque chose aux autres plutôt que de dire regardez-moi et d'essayer d'être vu soi-même, en fait. Oui, c'est vrai. Bah, après, chacun fait son chemin. Je comprends qu'on soit à des étapes différentes. Et ça, c'est OK aussi. Faut prendre du temps à aller tester les choses, tester ce qu'on aime bien et ce qu'on n'aime pas. Peut-être que vous allez arriver à Bali, vous allez détester parce que voilà, il fait chaud, il y a des mecs qui brûlent leurs déchets à tous les coins de rue, enfin, tu vois. Ouais, c'est une autre vie, c'est pas la France, ça c'est sûr. Bah, c'est ça, tu vois. Bon, après, moi, je trouve ça incroyable parce que, bah voilà, il fait beau, ils sont tellement gentils et cette qualité de vie. Mais voilà, faut y trouver, faut savoir qui on est et ce qu'on veut. Mais parfois, pour savoir qui on est, il faut tester aussi. Ouais, donc, faut se lancer. Voilà. Bah, c'est ça. Donc tous ces cours, c'est cool pour aller tester des choses. Je pense qu'il y a aussi un moment où il faut se poser
la question de qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Ouais. Et je reviens sur cette idée que Photoshop, c'est tricher. C'est marrant. Donc, toi, tu penses que Photoshop, il y a un côté tricherie? Non, je pensais pas. Tu pensais? Enfin, je pensais, parce que maintenant, je m'y suis mis et effectivement, je vois les choses un petit peu différemment. Mais je pensais, et je pense toujours un peu malgré tout, qu'une photo, pour moi, enfin une photo que moi je vais rendre à un client, en tout cas, il doit pas voir que je l'ai retouchée. C'est-à-dire, je dois la sublimer, mais il doit pas se dire, là, il y a du Photoshop, tu vois. Oui, bah tu sais, c'est comme le maquillage là. À chaque fois qu'il y a un mec qui me dit, j'aime pas trop les filles maquillées, et il me montre une nana, et je fais, oui, d'accord. Enfin, ça lui a pris 2 heures de faire ça, tu sais. Ouais. Donc Photoshop, c'est un peu pareil. Après, moi, je suis toujours surprise que les gens pensent que l'essentiel de mon travail, c'est Photoshop. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre. Je m'évertue à partager ça et à enseigner ça. Et c'est là où je me sens photographe. C'est que, en fait, mes photos, elles sont bien éclairées, elles sont bien composées, elles sont nickel, en fait, de base. Et ensuite, Photoshop, c'est une étape supplémentaire. Mais tu vois, il y a déjà eu le studio, trouver le modèle, le casting, enfin, tu vois, tout le taf de photographe, quoi. Le concept, le truc, enfin, toute la technique, je t'épargne les détails, mettre tes bons ISO et tes trucs, tu vois. Tout ça, c'est quand même une somme de connaissances qui est incroyable. Il y a personne qui nous écoute qui va pas dire ça, qui va pas être d'accord avec ça, tu vois. Il y a tout ça, et en fait, Photoshop, c'est 10%. Et si ma photo, elle est pétée, elle est mal cadrée, c'est pas le bon modèle, c'est pas Photoshop qui va faire que mes photos sont cool. C'est clair. Et du coup, je suis toujours un peu surprise que ça prenne autant de place dans l'esprit des gens, alors que profondément, je me sens de plus en plus photographe. Quoi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Parce que en fait, il faut avoir une compréhension de la lumière, de l'image, de la composition, du cadrage et de la couleur. Et c'est pas juste savoir faire l'outil tampon sur Photoshop, quoi. J'ai eu cette discussion il y a 1 heure sur Clubhouse avec toute la team de photographes qui sont dessus, où on parlait du nouvel outil de sélection de Lightroom. Je sais pas si tu as vu ce truc où en fait tu peux sélectionner sujet et ça te sélectionne le sujet et tout. Et en fait, il y en a chez qui ça marche, il y en a chez qui ça marche pas du tout. Et en fait, la différence, elle est où? Quand ta photo, elle est exposée correctement, que ton sujet, il ressort bien du cadre. Bizarrement, il est très bien sélectionné très facilement par l'AI. Et quand ta photo est... alors, c'est pas une mauvaise manière de faire, mais tu as des styles qui font que tu vas essayer d'avoir des sujets qui ressortent plus proprement de leur cadre. Et tu as des gens qui s'en foutent un petit peu plus et qui vont aller chercher un peu plus l'émotion, mais qui, du coup, le sujet va être un petit peu moins séparé de ce qui l'entoure. Et du coup, l'intelligence artificielle d'Adobe, elle va avoir un petit peu de mal dans ce cas-là, à chercher. Et c'est vrai qu'en fait, la manière dont tu prends ta photo au départ influe énormément sur ce que tu peux faire avec derrière. Ouais, carrément. Et en plus, j'ai envie de te dire, bon, j'espère qu'ils écoutent pas, mais tu vois, tu sais, je travaille pour Adobe maintenant, je fais les lives et tout, et à chaque fois, en fait, les gens, ils veulent un secret, ils veulent une recette, ils veulent montrer que tu cliques sur un bouton et que tu vas avoir le truc magique. Ouais. Et moi, ça les fait marrer, mes collègues, parce que eux, ils sont super techniciens, ils savent toutes les options de machin. Et moi, je te fais 3 masques et 2 calques d'effets, en fait, pour faire mes résultats. Et limite, les gens qui regardent sont déçus, parce que je leur dis, en fait, désolé, mais il faut que tu apprennes à regarder la lumière, à peindre, à comprendre les formes, à comprendre les objets. C'est pas Photoshop qui va te le dire, tu vois. Photoshop, c'est un outil. Bah ouais, c'est ça, c'est comme ton appareil photo, c'est pas lui qui prend les photos. Exactement. Donc c'est une combinaison d'outils en fait qui amène à un résultat. Ça. Après, les gens aiment bien les résumés entre guillemets. J'ai déjà dit dans le podcast, mais en fait, moi j'aime pas les titres réducteurs. Mais en fait, quand je regarde bien les résultats, selon le titre que tu mets, tu as plus ou moins d'écoute au démarrage et tu attires plus ou moins de monde. Et je déteste faire ça, mais j'ai réalisé que je n'ai pas le choix. Je suis obligé de résumer un épisode d'1 heure et demie, 1 heure et demie, en une phrase pour le titre. Ok, mais écoute, c'est hyper intéressant. Regardez tous cet épisode sur YouTube de Veritaseum qui a parlé justement de ce truc... putaclic, alors je sais plus comment c'était en anglais, et que en fait c'était important d'une certaine manière. Voilà, c'est ça, le clickbait, ça marche sur le cerveau et c'est important, et en fait c'est comment tu le doses.
Donc, allez regarder cette vidéo parce que c'est hyper intéressant. En fait, il y a du clickbait propre, il y a du clickbait pas propre. Et après, il faut juste savoir livrer ce qu'on a promis. C'est ça. Toi, tu as envie que les gens écoutent et qu'ils apprennent quelque chose. Donc, vraiment, je vous invite tous à aller regarder ce truc-là. C'était hyper intéressant. Si vous faites de la vidéo et que vous avez envie que les gens cliquent sur vos trucs. C'est ça. C'est-à-dire que si je mets le truc, le bouton sur lequel cliquer pour faire des photos comme moi, par Pauline, c'est un peu du mensonge. Vous ne croirez jamais ce que Pauline fait pour retoucher ses photos. Exactement. Alors que cette étape. Alors que voilà, je peux être beaucoup plus honnête en tout cas et avoir un clickbait qui fonctionnera malgré tout, mais qui effectivement sera honnête et en tout cas les gens n'auront pas l'impression que je les ai attirés avec un gros mensonge. Puisque on parlait un petit peu de toute cette partie Photoshop et tout, moi j'ai adoré un article sur ton blog. Alors tu m'as dit que le blog était pas forcément les articles ils sont mieux. Qu'est-ce que j'ai raconté là-dedans? Il y en a un qui m'a fait beaucoup rire parce que j'aime bien en fait voir ça. Il y a quelques années, j'avais fait une formation avec un photographe qui s'appelle Tyler Virken, qui est un mec ultra doué en photo de mariage, qui nous a montré en cours de formation une photo de couple de son tout premier mariage, donc qui était une abomination penchée avec une pose très improbable. Et toi, tu as fait un article sur tes premières photos il y a 10 ans, donc ça fait peut-être un peu plus longtemps maintenant. Il était rigolo celui-là. Qui était, moi, que je trouve génial. En plus, tes photos n'étaient pas mauvaises. C'était c'est jeune et c'est un petit peu naïf et voilà, mais je veux dire techniquement c'était pas à jeter quoi. C'était des bonnes photos de quelqu'un qui démarrait dans la photo. Je pense que j'avais 16 ou 17 ans. C'était éclairé à la lampe de bureau avec le petit Canon, je sais pas, genre PowerShot machin là. Ouais, non mais mais je veux dire voilà. Après bon, c'est sûr que c'est pas ce que tu fais aujourd'hui. Non mais c'est trop marrant. Mais c'est un point de départ et ça illustre pour moi un des mauvais côtés de se lancer dans la photo actuellement. Quelqu'un qui va attraper un appareil photo va se décourager très vite parce que forcément ta première photo c'est pas la superstar d'Instagram ou quelqu'un, en tout cas un photographe très accompli qui a 15 ans derrière lui, qui sait cadrer une photo, qui sait éclairer, qui sait gérer sa lumière, qui sait faire capter quelque chose beaucoup plus facilement que toi parce que toi tu as zéro expérience. Et en tout cas s'il y a un très bon côté aux réseaux sociaux par rapport à la promotion, c'est certainement pas celui-là. C'est que ça aide pas. Et tu as une phrase que j'adore dans cet article qui est « Où en serais-je si je n'avais pas fait ça ?» c'est trop sympa, ça me touche trop que tu sois allé regarder ces trucs-là. Je trouve ça hyper cool et c'est ça, pour moi c'est aussi hyper important de montrer ça. Parce que justement, comme tu disais, les réseaux sociaux, c'est compliqué, c'est pas simple, hein, tu vois, d'être présent sur les réseaux, l'évolution et... Surtout quand les gens voient que le résultat, ils n'ont pas vu toutes les années de souffrance, ils n'ont pas vu aussi que je partage peut-être une photo sur 20 que je crée, enfin, tu vois, il y a toutes ces choses-là et c'est important de remettre un peu les choses en place, quoi. Mais on montre pas le cheminement, en fait, on montre que le résultat, donc tu as l'impression que c'est une belle ligne droite, c'est ce dessin-là toujours que je trouve génial, c'est le succès, comment les gens le voient, c'est une ligne bien droite qui part d'en bas et qui monte vers le haut. Et en fait, la réalité, c'est quoi? C'est un chemin ultra tortueux où toi, tu te prends la tête. D'ailleurs, tu le dis assez, enfin, tu le dis beaucoup sur ton site. Il y a beaucoup d'articles, mais je crois que même sur ton Instagram, il y en a où tu parles du gouffre dans lequel on se retrouve à un moment où on regarde son travail. Enfin, tu peux pas être 100% content de toi tout le temps. Tu as des moments de doute, tu as des moments plus difficiles. Toi, tu es très forte pour mettre ça en avant. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de parler de vulnérabilité, tu vois, et puis de réalité. Enfin, les créatifs, c'est pas rigolo tous les jours, quoi. Moi, mes photos, j'ai l'impression de les créer avec mon sang et mon âme, tu vois. C'est pas franchement toujours facile. Et en même temps, voilà, il faut en parler de ça, pas pour faire peur aux gens, mais pour remettre un petit peu de réalité. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que j'ai suivi beaucoup de gens, en fait, qui m'ont aidé dans ma carrière de photographe, qui partageaient leur expérience, et j'ai l'impression que j'arrive à un point où c'est mon rôle de rendre ça. Tu vois? Ouais. Mais c'est la manière, c'est la bonne manière de faire, en fait. C'est pas mon idée là-dessus, c'est que personne n'a jamais attendu mon avis. Pour être tout à fait honnête, hein, j'ai pas grand chose
de mon point de vue, à enseigner aux gens. Je peux apporter quelque chose par le podcast, par d'autres moyens, mais après, personne ne me doit la moindre attention. Personne n'est obligé de considérer que ce que je fais, c'est génial. Personne est obligé de me trouver talentueux. Si ça t'apporte quelque chose, je suis ravi. Si ça t'apporte rien, que je fais ça pour rien, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'ai un plaisir à le faire. Les épisodes de podcast, je l'ai déjà dit. Et je pense d'ailleurs que c'est très important de l'admettre. C'est égoïste à la base. C'est moi qui cherche comment poser des questions à des gens dont j'aime bien le travail pour progresser moi. À la base, le podcast, en vrai, si je suis tout à fait honnête avec moi et avec tout le monde, c'est moi qui me dis, tiens, cette personne-là, elle fait quelque chose que j'aime bien et j'aimerais bien comprendre pourquoi, comment je fais pour qu'elle me réponde. Démerde-toi pour créer un minimum de valeur pour la personne en face de toi, pour qu'elle ait envie de répondre à tes questions. Et donc, à la base, le podcast est un geste égoïste de ma part, qui se transforme en geste un petit peu altruiste parce que j'essaie de mettre en valeur aussi les gens que j'ai en face de moi. Et petit à petit, il m'emmène dans des horizons. Il y a 2 ans, quand j'ai lancé le premier épisode, j'imaginais pas une seconde être assis en face de quelqu'un qui fait le travail que tu fais. Attends, mais ça me dis pas des trucs comme ça, j'étais pas prête. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, tu vois, c'était même pas le type de travail. Je parle pas de toi particulièrement, mais je parle du type de travail que tu fais. Moi, c'est tellement éloigné de ma pratique de la photographie, et pourtant, une discussion comme ça m'enrichit forcément. Et c'est un petit peu aussi un des postulats de départ du podcast. C'est, ok, c'est pas du tout ton univers, mais il y a peut-être un petit truc que tu vas retenir de cet épisode-là qui va te changer et qui va te rendre meilleur. Il n'y a pas grand-chose en fait. Est-ce que un jour je ferai ce que tu fais? Probablement pas, j'en serai certainement pas capable. Mais est-ce que peut-être un petit truc que tu vas dire dans cette discussion-là va me transformer profondément? Dans tous les épisodes, il y en a un. Carrément. Écoute, est-ce que du coup ça t'a fait changer sur cet a priori que tu avais? Est-ce que le fait qu'on se rencontre et qu'on discute de notre vision de la photo, ça t'a permis de comprendre que ça reste quand même de la photo? Je l'ai moins cet a priori sur la retouche d'avant. Alors, j'ai jamais considéré que ce que tu faisais, c'était pas de la photo. C'est une photo dans un monde de photos. C'est une photo différente, en fait. C'est pas quelque chose que moi, je suis capable de sortir, je pense. En même temps, hier, j'étais chez Apple à apprendre précisément ça. Tu vois? Je pense qu'on y vient. Hein. Je pense que vous allez tous y passer, les mecs. Hein. Désolé. Hein. Non, mais c'est une possibilité. Ouais. Carrément. Hein. Je pense possible qu'on y vient que de demain, plus en plus. ce soit une originalité. Peut-être que demain, moi, je fais des photos de mariage et que sur une des photos, je pars en sucette totalement et je te dessine des ailes à la mariée. Et, je fais une animation à travers ça. Et va savoir, tu sais pas de quoi demain est fait. Mais voilà, c'est une. C'est vrai, ouais. C'est une possibilité. À une époque où il y a 100 mecs qui ont fait autant de photos réalistes, tu vois, pendant le mariage, c'est pas déconnant en fait d'apporter c'est trouver sa voie. C'est plus, ouais. Si tu discutes avec Alison, qui a fait cette même formation que moi j'ai fait, elle y a trouvé sa voie. Et aujourd'hui, Alison, elle a son monde dans le mariage. Tu vois une photo d'Alison, globalement, tu sais que c'est une photo d'Alison. Après, il y a des gens qui commencent à faire des choses qu'elle a inspiré. Donc, fatalement, à un moment, ça va devenir plus flou. Mais en tout cas, elle a trouvé vraiment une originalité, une voix dans ces choses-là, quoi. Ouais, donc, c'est clair. C'est du taf, hein. C'est une évolution et c'est beaucoup de boulot. C'est trop cool. J'ai vu d'ailleurs, juste pour clôturer cette partie-là, mais ça m'a fait sourire. J'étais sur ton LinkedIn, j'ai vu que quand tu as commencé, tu étais retoucheuse photo pour vente privée. Donc, comme quoi ça mène à tout, tu vois. On sort les dossiers. Non, mais on sort les vieux dossiers, mais c'est pour dire que voilà, quand on voit ce que tu faisais il y a 10 ans et quand on voit où tu en es aujourd'hui, voilà, il y a pas de limite. Je trouve que c'est hyper encourageant pour les gens qui peuvent nous écouter. On n'a pas que des photographes professionnels qui en vivent depuis des années. On a aussi des gens qui démarrent et qui regardent peut-être des gens comme toi, j'allais dire comme moi, c'est pas vrai, mais bon, voilà, qui regardent des gens qui sont établis, en tout cas en tant que photographe, en disant je pourrais jamais faire ça. Et finalement, quand tu regardes, on a tous démarré quelque part. Et c'est vrai que même moi, quand je ressors mes photos d'il y a 10 ans, j'ai envie de chialer parce que c'est nul, quoi. Tu vois, non, pas forcément, parce que pour parler un petit peu de cette expérience de vente privée,
c'était marrant parce que moi, ça arrivait à un moment de transition où en fait, je voulais plus être graphiste parce que c'était ça mon travail de base. Et je voulais devenir photographe. Et en fait, c'est arrivé vraiment entre les deux. Et quelque part, moi, ça m'a donné une impulsion, une énergie. Ça m'a prouvé que j'étais assez bonne en retouche. Tu vois, parce que moi, j'étais graphiste, en fait. Je sais pas du tout que j'étais retoucheuse. Et quand j'ai eu ce job, du coup, c'était c'était un petit contrat, tu vois. C'était pas un truc long. En fait, déjà, franchement, ça m'a appris des trucs, mais qui me sont utiles maintenant. Parce qu'en fait, c'était tellement une usine à productivité. C'était tellement un truc qui te presse comme un vieux citron mort, là. Que, en fait, mais maintenant, je suis tellement rapide sur mes photos. Ouais. C'est vraiment, enfin, ça, mais je referai cette expérience, en fait. Ça m'a appris tellement. Ça m'a appris à être vraiment rapide. Ce qui est un problème pour tous les photographes, on va pas se mentir. Tout le monde a envie de crever sur ses retouches. Après les mariages, les portraits, les trucs. Moi, ça va, quoi. Et c'est grâce à cette expérience dans le privé. Bon, après, ils m'ont viré, mais c'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire, mais je pense qu'on a tous besoin à un moment de cette expérience de, entre guillemets, la vraie vie, qui est qu'à un moment, il y a le côté artistique et puis il y a le côté efficace. Et selon d'où tu viens, tu as un équilibre des deux, en fait. Et il y a besoin à un moment de voir un peu comment c'est de l'autre côté aussi, et d'être capable de s'y adapter, parce que tout le monde n'a pas la même conception des choses que tu peux avoir. Donc c'est quand même important d'avoir cette vision. Et en plus, alors juste pour dire, vraiment pour vous encourager, vous inquiétez pas, en fait, moi, cette expérience dans le privé, ça m'a fait rencontrer des gens incroyables avec qui je suis encore en contact. Et dont, du coup, ce que je te disais, Valérie Servant, qui fait tes articles, quoi. Et en fait, moi, je te connaissais comme ça. Valérie est passée dans le podcast. C'est ça, et en fait, cet endroit était plein de gens qui avaient des rêves, en fait. C'était juste rempli de plein de gens qui avaient des rêves et qui avaient envie de faire des trucs. Et du coup, c'était juste une transition pour nous. On a appris plein de choses, on a un peu pleuré quelques jours, et puis maintenant, voilà, c'était une pierre sur le chemin, mais je pense que si c'était à refaire, franchement, ça en valait la peine. Vous avez tous bien tourné, en tout cas. Tous, je sais pas, mais en tout cas. En tout cas, Valérie et toi, vous avez bien tourné. Et j'en profite pour le glisser. Ça fait 2 ou 3 fois en pas longtemps qu'on parle de ces articles. Mais Valérie écrit des articles sur le blog qui s'appelle Une image vaut 1000 mots, et qui sont des petites perles que je vous encourage à lire si vous vous demandez. Alors, c'est l'autre pendant du podcast. Tu vois, moi, je parle aux photographes et je fais parler les photographes. Elle fait parler les photos. Et je pense que les deux sont intéressants. Donc, les auditeurs, n'hésitez pas à aller sur le blog et à lire ces articles-là, parce que c'est des petites perles et je les adore. Et j'espère que Valérie continuera à les faire très longtemps pour nous. Bah oui, carrément. Si elle écoute ce podcast, je lui envoie plein de bisous. Et moi, je suis toujours trop contente de lire ces articles. Je pense qu'elle écoutera. Quand on a préparé l'épisode, moi, je m'étais noté cette question, mais effectivement, c'est peut-être moins d'actualité. Tu as fait pas mal d'autoportraits sur lesquels tu as travaillé. Je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est une nécessité quand on voyage beaucoup aussi? Parce que tu n'as pas toujours des modèles sous la main, c'est pas toujours facile. Tu débarques à Bali d'organiser des photoshoots comme ça en claquant des doigts. Qu'est-ce que c'était ces autoportraits? Ça sortait d'où? Est-ce que c'était thérapeutique ou est-ce que c'était simplement une nécessité parce que tu n'avais pas d'autre choix pour travailler? Écoute, les autoportraits, c'était vraiment... c'était surtout quand j'ai commencé. Je t'avouerai que là, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Ça doit faire dans les 2 ans, donc vraiment, c'est plus vraiment d'actualité. Mais par contre, quand j'ai commencé, c'était à la fois, je pense que j'avais plein de trucs à guérir un peu, tu vois. Donc ça m'a fait du bien. Pour ceux qui ont un peu plus de mal à libérer la parole, parfois, faut des images, ça fait du bien, on va pas se mentir. Sortir des choses. Mais aussi, franchement, c'était de nécessité. C'était... tu sais, quand tu commences et qu'il faut apprendre la technique, j'avais pas forcément assez confiance en moi pour demander à des modèles. Bon, j'ai photographié tout le monde, hein, les amis, les machins, la famille, le chien, famille, tout le monde y est passé dans mon entourage. Mais il y a un moment où moi, je me suis retrouvée à vouloir être photographe. Et les amis, parfois, ils travaillent, ils sont pas comme nous. Et enfin, tu vois, ils sont pas free. Ils sont. Si tu veux faire une photo à 14 heures, moi, j'attends pas le week-end. Il fallait que je progresse. Et c'est comme ça que je me suis mis aux autoportraits. C'était vraiment plus pour progresser, apprendre la lumière, comment on apprend tous ces trucs-là. Et je pense que à la fois, donc vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est un super bon outil aussi pour bien se connaître. Parce que franchement, son image, faut l'accepter. C'est pas évident, hein. Les autoportraits, on se voit sur toutes les coutures, pas notre meilleur angle et tout, et ça apprend
j'ai pas envie de dire maîtriser, mais à dompter un peu son image comme ça, à ce qu'on renvoie aux autres et à soi-même. Donc c'est plein de choses comme ça. Et en fait, là, je ressens plus du tout ce besoin. Mais ce serait plus facile, hein, si ça me plaisait encore. Mais je pense que ouais, j'ai envie d'aller au-delà de ça parce que maintenant, j'ai suffisamment confiance en moi. Et mon travail, j'ai la chance que les gens reconnaissent quand même le, tu sais, le craft derrière mon travail. Ouais. Tout le monde adhère pas, évidemment, mais maintenant, tout le monde dit, ouais, ok, c'est cool, quoi. Donc maintenant, c'est facile de trouver un modèle. Tu vois, j'ai pas du tout ce problème-là. Nécessité thérapeutique. Juste, tu disais, c'est important de se voir. Enfin, même pas en autoportrait, en portrait simple. J'ai fait le podcast avec Amélie Marzou qui a 2 ou 3 épisodes. J'ai été faire un portrait chez elle. Elle m'a invité pour faire un portrait. Me voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, c'était assez... j'ai pas envie de dire troublant parce que c'est bizarre de se voir. En fait, j'ai pas l'habitude. Moi, je pose peu. Enfin, je suis toujours derrière l'appareil photo. En général, il y a une raison pour laquelle on est derrière l'appareil, c'est que souvent on n'aime pas être devant. Et se retrouver devant et se voir et réaliser à quoi on ressemble finalement, parce que tu te vois dans un miroir, c'est pas la même chose. Je me suis retrouvé bizarrement. Okay. C'est assez surprenant. Donc faites-vous des autoportraits, mais faites aussi des portraits. Ouais. Et c'est assez dingue de vivre ça. Bah c'est clair. Et puis même, je pense que en tant que photographe, se faire photographier, être photographié, c'est une nécessité pour comprendre son modèle, ce qu'il est en train de vivre. T'apprends énormément de choses aussi. C'est clair. Enfin, tu vois, et même l'expérience pas très agréable. Enfin, tu vois, juste avoir un photographe en face de toi qui a aucune idée de ce qu'il fait, qui est incapable de mettre à l'aise et tout. Je me dis, mais jamais j'ai envie que mon modèle il vive ça en fait. Donc, tu sais, j'avais un studio de portrait pendant un peu de temps, donc c'est clair. Donc, allez-y, vivez-le, quoi. Même si c'est pas très agréable, comme ça, vous comprendrez. L'expérience. Bah ouais, c'est ça, c'est hyper important, je pense. On arrive à la fin de cette partie philosophie photo. On va parler d'une image en particulier. On va parler de, entre guillemets, la plus accessible pour moi. C'est peut-être pour ça qu'elle est en page d'accueil de ton site. C'est cette photo d'un couple enlacé qui est collé et qui comme se déchire. Alors, je saurais pas l'expliquer. Avec ton accord, on la mettra dans les notes d'épisode pour que les gens voient de quoi il s'agit. J'aurais bien voulu que tu nous expliques un petit peu l'histoire derrière cette photo et le processus qui t'a amené à la créer, cette image. Ah, carrément. Ouais, ça, tu vois, tu sais, des fois, tu tombes d'une fulgurance comme ça, tu crées un truc et tu fais, waouh, ok, c'est un truc de fou, ça, tu vois. Ça arrive une fois tous les 5 ans. Je trouve que cette image, c'est vraiment ça. Et cette image, je l'avais en tête depuis des années. Tu vois, quand je te disais que des fois, je retrouve des carnets de croquis, des trucs avec des idées. Mais là, je pense que celle-là, elle était coincée depuis tellement longtemps, donc il fallait qu'elle sorte. Et en fait, je pense que avant, j'avais pas la capacité technique de la faire. Ouais. Tu vois, elle était pas prête. Donc, tu vois, il y a un temps de gestation qui a dû prendre 5 ou 6 ans. Mais tu sais, ça revenait souvent, en fait. Je le gribouillais souvent. Mais tu sais, j'oubliais en plus que je l'avais déjà gribouillé 1 an avant. Juste, tu sais, ça revient. C'est un truc, il faut que ça sorte, quoi. C'est une tâche de fond. Mais c'est ça, ouais. Et du coup, j'ai réussi à la faire. C'était hyper intéressant, en fait. C'était quand j'étais en Australie. Tu vois, comme je suis à Bali, l'Australie, c'était pas loin. Avant Covid, c'était pas loin. Et il y avait... j'avais posté un petit message, tu vois, pour dire qui est-ce qui a envie de poser pour moi, ou voilà, je suis là, ce serait cool de faire des photos, d'en profiter. Et là, il y a quelqu'un qui me répond, me dit moi, j'ai trop envie de t'assister, je veux apprendre de toi. Tu vois, genre, je suis là, je suis au taquet, et en fait, le mec, il était incroyable. Ezra Alcantara, si vous voulez aller voir, donc, et il voulait vraiment comprendre ce que je faisais. Et il m'a dit, ok, je t'organise un shoot, dis-moi de quoi t'as besoin. Donc là, il m'a trouvé, il avait un studio chez lui avec tout le matos, le machin, et il y a cette idée qui est revenue. Et je sais pas, moi, ça m'impressionnait de faire cette image parce qu'il me fallait 2 personnes nues. Ouais. Qui s'enlacent. Et tu vois, c'était... c'est pas évident, il faut trouver un couple, il faut trouver quelqu'un qui soit... des gens qui soient suffisamment à l'aise pour être nus, il faut que la couleur de peau soit similaire, parce que sinon, c'est compliqué. Sinon, elle marche moins bien, cette photo, clairement. C'est ça, voilà. Et en fait, du coup, je lui ai filé tout ça.
Et je suis arrivée, il avait trouvé 2 modèles qui en avaient rien à faire de se faire des câlins en se recouvrant d'argile dans son studio. Il m'a fait la lumière, il m'a tenu tout. Et j'étais là, putain, c'est quand même vachement bien de se faire aider. Surtout quand tu as un assistant efficace, parce que là, pour le coup... Mais c'est clair, c'était incroyable. Donc c'est vraiment grâce à lui. C'est vraiment grâce à lui parce qu'en fait, il a écouté, je pense qu'il a été capable d'écouter, de comprendre ma vision et de m'apporter ce dont j'avais besoin. Enfin, c'est fou. Il t'a aidé à la réaliser. Du coup, toi, t'as plus qu'à te concentrer sur l'image qui était dans ta tête, en fait. Bah, c'est ça, en fait, et c'est absolument incroyable. Je pense que si on avait ça tout le temps, mais on serait tous des monstres, tu vois. J'adorerais avoir cette possibilité-là tout le temps, et c'est ça, je pense que plus les images, elles sont ambitieuses, et plus on a besoin d'aide. Et c'est là où je bloque un peu, tu vois. Ok, c'est la prochaine étape de ta progression. Ouais. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Ça répond à ma question. Non, mais je me demandais quelle était l'histoire derrière cette photo-là, parce que évidemment, elle n'est pas sortie de nulle part un jour, paf, oh tiens, je vais faire ça, et puis voilà, quoi. Encore que je suis sûr qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, hein. Mais toi, tu as cette capacité à reconnaître en fait des choses qui t'ont tourné dans la tête pendant longtemps. Et je pense que justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de cette image-là. Et c'est aussi pour ça qu'elle a cette place centrale, je pense, dans ton portfolio. C'est que elle a dû vraiment mettre du temps à germer dans ton esprit, en fait. C'est ça, tu sais, ça a l'air tellement simple quand tu la vois. Tu sais, les meilleures idées, c'est quand tu arrives à montrer l'essence d'une idée, l'essence d'un truc, mais d'une manière tellement simple, quoi. Je trouve que cette image-là, c'est ça. On va passer au côté plus business de la pratique. Ouh là là. C'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale ? Pour le moment, ma source de revenus principale, c'est le fait de hoster pour Adobe. Et j'adore ça. J'adore ça. Franchement, c'est trop bien d'être capable. Enfin, du coup, j'interviewe des gens. Voilà, on fait des lives assez souvent et des fois, ils me laissent l'antenne toute seule, donc c'est trop cool. Je montre mes trucs et je partage tout. Et je mentor aussi des photographes. Donc du coup, c'est comme je te disais, justement des gens qui sont dans cette problématique de j'ai un truc coincé dans la tête mais je sais pas le sortir. Et voilà, on essaye de faire ça ensemble. Toi, t'arrives avec ton pied de biche. Et puis, Bah ouais, c'est ça. Et puis tu vois, c'est techniquement en fait. Parfois ils te disent comment je fais ça Photoshop, et puis en fait tu te rends compte que c'est pas du tout un problème de Photoshop. Encore une fois, on retombe sur un problème peut-être de photos, de trucs comme ça. Donc et ça, franchement, ça me plaît beaucoup. Ça, je trouve ça incroyable. J'adore faire ça. C'est marrant parce que j'ai l'impression que pour faire ça, il faut avoir beaucoup de sensibilité avec un S pour être capable d'accompagner d'autres photographes, d'autres artistes dans ce monde-là, parce que tu as la casquette Photoshop, la casquette artiste, la casquette photographe, la casquette psy quasiment, j'imagine, parce qu'il faut quand même aider les gens à ressortir des choses qui sont coincées tout au fond d'eux. Et ça peut être ça le problème, j'imagine, mais du coup, ça doit pas être simple. Écoute, ça va. Franchement, non, c'est assez cool en fait. C'est assez marrant d'avoir des gens qui viennent, tu vois, avec des images, mais une sorte de frustration. Genre, putain, j'ai fait ça, mais ça rend pas ce que je veux, quoi. Ouais. Et en fait, c'est trop marrant d'aller rentrer dedans et de se rendre compte de comment on fait pour que ça rende ce que tu veux, quoi. J'avais un petit problème avec le fait d'enseigner et de partager. Je pense que c'est important que je sois honnête là-dessus. Tu vois, j'avais l'impression que c'était les artistes ratés qui se retrouvaient à enseigner. Ouais. Et en fait, plus je fais ça et plus je me rends compte de à quel point c'est un skill incroyable qu'il faut développer, quoi. Ouais. Que c'est vraiment être toujours, enfin, tu vois, être au taquet sur tout ce qui se passe dans le monde de la création, expérimenter, continuer d'être hyper. J'ai les mots qui me viennent en anglais, tu vois. Relevant, d'être vraiment, tu vois, pas un photographe du monde d'il y a 10 ans. C'est quand même un job à temps plein, et être capable de partager ça aux autres, je pense que c'est une vraie valeur maintenant. Et ça m'a pris du temps. Tu dois avoir mes notes, je pense, parce que ma question suivante, c'était beaucoup dans le partage. Est-ce que c'est un aspect indissociable de la vie d'artiste ? Tu vois ? Je sais pas, je pense pas pour tous les artistes. Tu vois, j'ai pas envie de parler pour tout le monde. Mais pour toi, en tout cas, c'est important. Ça t'a enrichi ou pas ? Bah ouais, carrément, tu vois, c'est comme ce que tu disais sur les podcasts, qu'à chaque fois t'apprends un truc. C'est finalement, moi sur chaque live Adobe, j'apprends des trucs. Déjà, je suis au taquet, je sais tout ce qui se passe dans le milieu, dans l'actualité. Et surtout que c'était une peur pour moi d'être un peu... exposé. Non, tu sais, d'être un peu coincé dans une époque.
Ouais. Tu sais, parfois, t'as un espèce de moment de gloire où tu fais des images qui sont hyper cool et Et t'arrives après, pas à ouais, t'adapter, t'arrives pas à avancer avec le monde. tu peux plus en sortir. C'est ça, et je pense que le fait d'être là et de partager, de parler de ça, de rencontrer d'autres gens, en fait, Ça ça te t'inspire. maintient dans ton époque aussi, ouais. C'est hyper important. Ah, tu ressors de toutes les discussions quelque chose, en fait. Mm. Tu fais des formations, tu l'as dit. Un des aspects, ça m'a fait sourire ça m'a fait un petit peu sourire parce que c'est pas les choses qu'on voit normalement dans des formations, c'est le networking pour les créatifs. Moi, je connais le networking business puisque je viens de ce monde-là. J'ai été dans l'immobilier pendant très très longtemps. J'ai jamais envisagé le networking pour les créatifs. J'arrive pas à imaginer en fait en quoi ça peut être différent du networking business. Tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus là-dessus? Bah, c'est intéressant parce que je pense que si toi tu venais de l'immobilier, c'était assez, soit tu l'as appris, soit c'était instinctif, tu vois. Mais finalement, les créatifs, souvent c'est chaud patate, quoi. On sait pas par où commencer. Enfin, je sais pas, moi, créative, trois quarts de ma vie, c'était rester dans ma grotte à créer des trucs, quoi. Et le fait d'aller rencontrer des gens, se prendre pour être justement un vrai business et aller mettre son travail en face des vraies personnes, des bonnes personnes qui vont avoir un impact sur ma vie professionnelle et me permettre de me développer, trouver des clients, avoir une certaine reconnaissance. En fait, c'est un travail, c'est incroyable. Et je pense que moi, c'est un peu facile. Je sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai ce truc-là et je pense que c'est important de le partager parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est C'est clair. clair. Est-ce que le créatif est intimide? Ça dépend, pas tous. Pas tous, mais c'est vrai que je pense que networker, c'est hyper important. C'est hyper important d'aller partager son travail. Mais on n'a pas forcément les clés pour savoir le faire. Et moi, la première, en fait, je suis passée par toutes ces étapes de souffrance. Donc, si ça peut aller plus vite pour vous, tant mieux, quoi. Tu aides en tout cas. J'ai vu également que tu proposes de créer des projets pour les entreprises. Comment tu adaptes ton travail à un projet commissionné? Parce qu'en fait, tu as les images que tu as dans ta tête, tu as ta liberté, tu en as besoin, j'imagine, pour créer quelque chose. Comment tu fais, comment tu fais rentrer tout ça dans le moule nécessaire d'un projet pour une entreprise qui va avoir un cadre obligatoirement? Comment tu arrives à, entre guillemets, faire les compromis? Je ne sais pas si Ouais, c'est carrément. le bon terme, mais c'est des compromis. Du coup, c'est une super bonne question parce que je me suis, tu vois, c'est pareil, c'était des trucs où je me suis questionnée super longtemps là-dessus. En fait, j'ai décidé que j'ai pas envie. Voilà. Donc j'ai décidé que mon travail artistique et créatif, ça me permettait d'explorer, ça me permettait d'apprendre des choses, ça me permettait de, voilà, peut-être de vendre des tirages, de devenir plus meilleur dans Photoshop ou meilleur pédagogue ou quelque chose. Mais par contre, j'ai décidé que j'ai pas du tout envie qu'on vienne me voir pour me commander un truc. D'accord. Par contre, je fais toujours de la direction artistique. Comme j'étais, tu vois, comme moi, mes études, ça, je viens du graphisme, de tout ça, je t'ai dit, j'ai un vrai amour de l'image et comment tu communiques avec des images. Ouais. Et ça, franchement, c'est un vrai amour. J'adore ça. Et quand il y a des entreprises, parfois, tu sais, ça se fait au fil d'une discussion, en fait. Des entrepreneurs qui ont besoin de créer tout leur branding, tout leur truc. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais visuellement, tu vois. Et en fait, j'adore développer des stratégies, des choses comme ça. Donc ça va plutôt être dans cette mouvance-là, qui est pas franchement photographe. Mais tu vois, c'est pareil, un photographe pourrait venir me voir et dire, je sais pas, j'ai besoin de développer ma marque, mon univers, mon truc, mes photos c'est ça, mes clients c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça ressemble? Tu vois, je trouve que c'est un challenge hyper marrant. Mais du coup, ça, je l'ai choisi, ouais. Quand tu interviens dans ce genre de choses, tu t'éloignes plus de la photo quand même. Ouais, C'est plus dans carrément. le- Après, on s'en éloigne, parce que tu vois, t'as quelqu'un qui vient te voir, qui fait genre, ah oui, j'ai besoin de ça. En vrai, ils ont tous besoin de photos, ces gens-là. Mais c'est toi qui les fais ou tu les délègues du coup? Ça dépend. Ça dépend de quel genre de photos ils ont besoin. Tu vois, parfois, en fait, faut aller chercher quelqu'un d'autre qui va être capable de montrer ce qu'ils ont besoin de partager. D'accord, mais si toi tu les fais, tu as besoin d'avoir ta liberté en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ou ça dépend. Si c'est des photos de portraits, c'est pas du tout un problème. J'aime beaucoup le portrait, j'aime beaucoup connecter avec des gens. J'ai pas besoin de faire une œuvre d'art à chaque fois, tu vois. D'accord. Mm. Mais sinon, ouais, tu as besoin. Ok. Pour quelqu'un qui fait autant de choses, parce que tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand même, ton site est étonnamment simple.
Ouh là là, tu me poses une colle. Surtout qu'il va être refait bientôt, manifestement. Oui, bah de toute façon, franchement, le site, on est d'accord pour tout le monde. Enfin, moi, tous les créatifs que je reçois, c'est non mais regarde pas mon site, il est pas à jour depuis 2 ans, donc je fais partie de ces personnes-là. Et je pense que c'est important de montrer ce qu'on a envie de faire. Que les gens, ouais voilà, exactement. On a besoin de montrer ce qu'on a envie de faire. Et du coup, si on se disperse, tu vois, si je vais montrer du branding, du graphisme et tout, on va rien comprendre. Oui, on va t'appeler pour ça en tout cas. Voilà, c'est ça. Où tu vois, il y avait le site, tu détestes le mariage et que t'as envie de faire du portrait, machin. Si tu détestes les bébés et que tu mets que des photos de bébés sur ton site, c'est chaud. C'est un problème, ouais, c'est clair. Donc, je pense que j'essaye d'appliquer ce conseil-là, de rester sur à la fois partager des créations, que les gens me connaissent pour cet œil un peu, je sais pas, un peu pour ma personnalité sur ces photos-là, et sur le fait d'être capable de faire ça et peut-être de leur apprendre à faire des choses, pas forcément dans le genre, mais voilà. C'est dur de rester cohérent en tout cas sur un site internet. Carrément, ouais. Toi, ton site, c'est toi, du début à la fin. On n'a pas de doute qui est en face. Dernière question de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Je pense que je pourrais mieux gagner ma vie. Ouais. Mais je suis contente de là où j'en suis maintenant, après tout ce que j'en ai chié ma race, soyons honnêtes. Je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas fait un mois à zéro. Enfin, tu vois ce que je veux dire, les entrepreneurs, on connaît tout ça. Donc, on a tous connu ces périodes-là. Exactement, et franchement, je suis super fière de ça. Donc, je suis beaucoup plus régulière qu'avant. J'arrive à voir venir, enfin, tu vois, je sais où j'en suis dans les 6 prochains mois. Donc oui, ça pourrait toujours être mieux. Et après, je pense que, évidemment, le fait d'être à Bali, ça me permet d'avoir une qualité de vie qui est incroyablement meilleure que ce que je pourrais avoir en France pour le même prix. On va pas se mentir là-dessus. Voilà. Bon, tu t'en sors bien, en tout cas. Bah écoute, ça peut toujours être mieux, c'est clair. Et franchement, c'est du taf de tous les jours. Et il y a pas... Il y a des jours où c'est très ingrat la photo, hein. Faut être tout à fait honnête. Soyons honnêtes, tu vois, une fois toutes les 2 semaines, je vais être roulée en boule dans un coin en train de c'est nul, j'y arriverai jamais, tu vois, et puis genre, je vais me coucher, je fais allez, c'est bon, c'est reparti. Ouais, un jour t'as un coup très dur, et puis le lendemain ça va mieux, et puis un jour t'as la moitié de tes prestats qui ont sauté parce qu'il y a le Covid, et puis 2 jours après tout est recalé le mois d'après, où t'as des trucs plus intéressants à faire finalement ce jour-là, voilà, c'est pas... Exactement, ça va, ça vient, quoi. C'est ça, exactement, c'est ce que tu dis, c'est la vie à son compte, c'est les montagnes russes. Et ça fait 2 ans que j'ai aplati les montagnes russes et je suis incroyablement fière de ça. C'était un gros combat, quoi. Ouais, c'était pas gagné. J'avais pas la confiance en moi que tu vois maintenant, je savais pas parler, je savais pas networker, je savais pas aller parler de mes trucs, enfin. Donc voilà, il y a encore du taf. T'as bien progressé là-dessus, en tout cas, ça se voit. Bah c'est clair, tu vois. On va arriver à la conclusion de l'épisode. Oui. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? C'est marrant parce que tu sais, quand tu m'as dit ça, j'ai eu une image qui m'est venue tout de suite en tête. C'était en fait quand j'étais à Paris, je faisais les photos je travaillais pour les hôtels de luxe. Et en fait, j'étais dans les petits papiers de la conciergerie. Donc la conciergerie, c'est ceux que les clients super aisés vont voir et ils demandent tous leurs caprices. Et du coup, j'étais dans la liste de s'ils veulent un photographe, ils appellent Popo. Et une fois, j'ai eu un client, je vais aller photographier c'était lui et sa femme, tu vois, donc c'était un point. Ça me faisait super bien gagner ma vie, on va pas se mentir, j'ai appris énormément de choses. Mais voilà, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Et j'ai un client, voilà, on a fait les photos avec sa femme, c'était passé assez vite. Il l'a laissé au resto, je les ai accompagnés parce qu'ils avaient une réservation pour le dîner après. Je les ai laissés, il a laissé sa femme là, et là il m'a raccompagnée, je comprenais pas pourquoi. Et là, il m'a coincé dans un couloir et il a commencé à m'attraper et à me dire « Ah, tu es très jolie, machin, tu vois, un client étranger. » Et ouais, je pense que ça, c'était pas très agréable. Oui, c'est pas... Je pense que c'est important de parler de ça parce que je pense que les femmes, on est souvent en première ligne de ce genre de choses. Et moi, je me suis figée comme un vieux lapin au milieu de la route parce qu'en fait, c'était tellement impossible dans mon monde. Ouais. Tu vois, t'es dans un hôtel 5 étoiles, j'étais habillée, tu vois, genre... chemise boutonnée jusqu'en haut, le machin, enfin c'était pro quoi, c'était pas... Bah ouais, c'est ça, tu vois, moi j'étais pro et tout d'un coup je me fais coincer dans un couloir par un vieux pervers. Et ça c'était pas cool. Malheureusement, c'est pas limité aux photographes non plus, si tu t'es retrouvé dans cette situation-là dans un job, mais ça aurait pu arriver dans plein d'autres circonstances quoi.
Bah, c'est exactement ça. Et je pense que les gens qui nous écoutent, les photographes qui nous écoutent, les femmes qui font du mariage, des choses comme ça, je suis sûre que ça leur... À chaque mariage, t'as le droit à l'oncle bourré qui vient de draguer. Enfin, tu vois, c'est chiant, quoi. Tu vois, j'en ai voix qui tremblent et Ouais, tout. non, non, mais je peux. Comment tu fais pour être professionnel, délivrer, arriver ton truc et que quand même ça se passe comme ça, tu vois, je comprends pas. Ouais, non, mais Bon. malheureusement, c'est pas circonscrit à ça en plus, donc je pense que c'est un problème plus global. Malheureusement, ça C'est s'est un fait sur problème un global, job, mais ouais, c'est mais ça. Mm. malheureusement, il y a des gens qui comprennent pas la limite à ne pas franchir par rapport à un autre être humain. Euh, C'est clair. et Et en même temps, je trouve que c'est important qu'on parle de ça. Enfin, tu vois, moi, je pense que c'est important de libérer la parole sur tous ces sujets et tout. On entend de plus en plus, mais du coup, voilà, si ça vous est arrivé, bah, je pense que la prochaine fois que ça m'arrive, je me ficherai pas comme un lapin, tu vois. Et c'est aussi apprendre à réagir et apprendre à, à, à en parler et s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance, je suis descendue tout de suite, en fait, comme j'avais terminé mon shoot, et je suis allée voir tout de suite le personnel. Ouais. Je leur ai dit, il s'est passé ça, c'est pas normal. Et en fait, ils ont été hyper sympas, ils ont mis une note. Donc le mec, il est fiché maintenant, en fait. Oui, ils savent qu'ils envoient plus. Ouais, du coup, ils dans ses savent que, pattes, tu quoi. vois, quand ils envoient du personnel de chambre, des choses comme ça, bah, il faut qu'ils fassent attention. Enfin, donc il faut en parler, en fait. Faut pas avoir peur de se dire, j'ai fait un truc mal, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que Voilà. ta chance là-dedans, c'est que toi, tu es solide et que tu as la tête sur les épaules et tu as compris tout de suite que ce qui se passait n'était pas normal. Il y a peut-être des gens qui n'auront pas cette perception des choses et qui se feront avoir bêtement parce que simplement sur de la culpabilisation ou sur des choses comme ça, finalement, c'est important, c'est bien d'en parler en tout cas et que tout le monde en soit conscient. C'est vrai qu'on a beaucoup ces conversations du tonton bourré dans les mariages avec les photographes filles sur un mode rigolo, mais on en oublie parfois que c'est pas drôle. Finalement. Non, bah non, en fait, tu vois, on n'attrape pas une fille dans un coin comme ça, tu vois, qui est là pour faire son job. Enfin, déjà jamais, mais Même un geste donc, déplacé, un peu moins grave, mais malgré tout déplacé, même si on a tendance à le voir sur le ton de la rigolade ou à en parler sur le ton de la rigolade, faut pas oublier que c'est pas normal. ouais, non, moi j'ai plus aucune. Je trouve ça plus du tout drôle, tu vois. Genre, j'ai plus aucune empathie pour ça et je deviens de plus en plus en colère sur ce genre de comportement. Donc, c'était peut-être pas la réponse que t'attendais, tu vois, Non, sur le mais métier de ça fait photographe, partie. mais c'est la première qui m'est venue, ouais. On a des réponses, dans toutes les veines sur ça. On en a des très drôles, on en a des pas drôles du tout. Il y en a. Enfin bon, les auditeurs fidèles sauront de quoi je parle, mais il y en a qui parlent de mort et de choses comme ça. Donc je vais dire, putain. c'est les reporters de guerre en l'occurrence, ils ont des. Ah bah des ouais, souvenirs tu m'étonnes, ouais. assez traumatisants. Et d'ailleurs, fun fact, quand j'étais jeune, je voulais être reporter de guerre. Mais ça a duré longtemps, quoi. Et c'est la photo qui me touche le plus. C'est vraiment celle qui touche mon âme le plus. Vraiment, je trouve ça incroyable. Mais j'ai pas les épaules pour ça. Non, mais c'est très particulier. Enfin, pour en avoir rencontré quelques-uns, faut un état d'esprit. Faut être très très solide parce qu'ils vivent des choses absolument terribles, quoi. On va parler de choses un peu plus joyeuses. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Bah du coup, moi je pense que, tu sais, quand j'ai commencé, en fait, je regardais plein de vidéos en ligne et une des photographes qui m'a beaucoup aidée, c'était Sue Bryce. Donc qui fait tous ces trucs américains, tous les cours dont on a parlé, toutes ces choses-là. Et je sais pas, il y a eu une sorte de plein de hasards incroyables. Tu vois, une succession de hasards, mais tu sais, les trucs, une chance sur 57 milliards que les planètes s'alignent et machin. Enfin bon, bref, un jour, moi je la suivais et elle a décidé de venir faire un workshop à la Vallée Annoncée Paris. En fait, c'était à 500 mètres de chez moi, au fin fond du 78, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et il s'avérait que le lendemain, elle cherchait un modèle blonde de 30 ans. Tu vois, genre, du truc qui n'a absolument aucun sens, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée là-dedans, je me suis retrouvée à la rencontrer. Et il y a un jour, quelques mois après, où elle m'a proposé de venir aux États-Unis pour parler de mon travail, pour faire un live sur sa chaîne, en direct, pour faire un shooting en direct sur son truc. C'est une production américaine, quoi. Genre, t'as de la production, du machin, 4 caméras. Des caméramens, un réalisateur. Mais c'est ça, tu vois, t'as 1000 personnes sur le chat qui te regardent en direct, machin. Et
elle m'avait dit, ah bah tiens, on va faire un workshop fine art, viens présenter ton travail. Je te dis ça, c'était il y a 4 ou 5 ans, tu vois. Vraiment, moi, c'était au début. Enfin, c'était au début où mes photos commençaient à être cool. Ouais. Par contre, niveau confiance en moi et tout, on n'était pas là, quoi. Donc, je me suis liquéfiée pendant 2 semaines. Enfin, évidemment, j'ai accepté tout de suite. Tu vois, elle m'a envoyé un Tu dis texto. pas non à ça, c'est sûr. Non, tu réponds pas non, tu vois. Donc, 6 jours après, j'étais aux States. Et ça avait mais aucun sens, quoi. Et je pense que ce moment-là, c'était à la fois la consécration de mon syndrome de l'imposteur, genre mais qu'est-ce que je fous là, bordel de merde, tu vois, t'es à Los Angeles au milieu des gens dont tu regardes les vidéos pour apprendre à être photographe depuis 2 ans et tu te dis mais putain mais je comprends pas du tout ce qui m'arrive. Non mais tu sais, c'est genre mais j'ai aucune idée de ce qui m'arrive. Évidemment, comme je faisais des autoportraits à l'époque, j'ai dit tu veux que je fasse un autoportrait, c'est un peu cool, tu vois. Et il y avait tout le matos de studio, de machin, des trucs de fou. Et en fait, moi, j'ai dit, ouais, mais les gens qui regardent ça leur parle pas. Enfin, personne n'a un studio de 400 mètres carrés avec tout ton matos de dingue. Chaque flash, il vaut 4000 euros. Donc, en fait, j'ai ramené mes petits strobes, mes petits speedlights chinois, avec mon petit parapluie. Et j'ai fait ça avec mes petits strobes et mes petits parapluies, en expliquant pourquoi, tu vois. Et c'était tellement cool. Et je pense que ça m'a fait comprendre que j'avais envie de partager des choses et que c'était marrant et que justement d'aider les photographes à rester connectés à la réalité de là où on commence. On commence avec des petits strobes et des parapluies. On commence pas dans un studio de 400 mètres carrés à Los Angeles, tu vois. C'est ça que je trouve bien dans ce que tu as fait, c'est que tu es resté toi-même en fait dans une super production où tu aurais pu te perdre et jouer un rôle. Tu as réussi à arriver avec ton petit matos en disant bon bah voilà, j'ai mon petit strobe qui a été acheté sur Amazon à pas cher et mon petit c'est un Yongnuo là. Marche encore. Hein. Ouais, non, mais je les ai eus aussi. Hein. Moi, je suis passé à Godox récemment, mais les Yongnuo, c'est indestructible. J'ai fait des jobs avec. Je reproduisais des portraits hollywoodiens avec 3 petits flash Cobra. Les gens comprenaient pas comment je faisais ça, quoi. Donc c'est. Ouais, c'est exactement ça. Et puis tu vois, tu leur montres ça en même temps, je trouve qu'ils se sont beaucoup plus identifiés en fait. C'est plus facile de se projeter et de se dire genre mais attends, la nana là, avec son accent français qui débarque. C'est ça, et puis le gars il regarde, il fait mais attends, c'est quoi ce flash? Et là, grave, c'est ça, ils ont mis en rupture de stock sur Amazon directement. Non, mais c'est important de savoir. C'est peut-être pour ça aussi que ça a fonctionné dans la foulée pour toi, c'est que tu as su rester toi-même finalement et rester accessible, alors qu'on t'emmenait dans un truc complètement fou, tu aurais pu exploser en vol, quoi. En fait, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'est évident que je reste moi-même. Et les mecs, je fais juste des photos, hein. Moi je suis rien du tout, quoi. Tu vois, c'est... Non, mais t'as des gens qui l'auraient pris comme une consécration et une reconnaissance de leur immense talent et qui auraient pété un câble, quoi. Mais moi, c'était l'enfer. C'était à la fois trop cool et à la fois genre, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, pour tout avouer, c'était tellement un syndrome de l'imposteur incroyable. J'avais l'impression que je méritais pas cette place et je pense que j'ai passé 6 mois enfermée dans mon appart après à plus rien faire. Parce que j'avais pas l'impression de mériter ça, tu vois. Mais comme point de départ, c'est pas mal. Du coup, ça t'a préparé à toute la suite de la meilleure manière. Et puis du coup, la suite, j'ai l'impression d'avoir repris à zéro, d'avoir dit, en fait, j'ai pas envie de bénéficier du réseau de sous, hein, tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise qu'elle m'a pistonné ou je sais pas quoi, donc je vais le faire toute seule. Et tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai recommencé toute seule et je suis arrivée, entre guillemets, au même résultat, donc quelque part... ça fait partie du cheminement, en tout cas, c'était une bonne expérience. Ouais, carrément. N'hésitez pas à écrire aux gens que vous admirez, ça marche. C'est important. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai noté Nadia Vicker. Est-ce que tu la connais? Je ne la connais pas. Ah, écoute, je pense que ça... C'est parce que, tu vois, comme tu disais, comme tu avais peut-être une sensibilité moins Photoshop et tout... Elle est aussi dans la photomanipulation, mais je trouve qu'elle a une très belle sensibilité sur les textures et ces trucs-là. Et c'est pas du gros photomontage comme tu pourrais te l'imaginer, c'est plutôt de la photo, mais avec une sensibilité de retouche qui est, je trouve, très très poétique et très artistique. Et c'est un bon humain. Je vais aller voir ça sur Internet. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront se faire une idée. Et il me reste à te demander où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on peut te retrouver, quelqu'un qui voudrait suivre ton travail ou qui voudrait avoir l'opportunité de travailler avec toi, comment il doit faire? J'essaye d'être
c'est ma résolution de l'année 2020 de revenir sur les réseaux sociaux après 1 an et demi de Covid de l'enfer. Donc du coup maintenant j'essaye d'être très présente sur Instagram et de partager des trucs, des tips, des choses comme ça. Donc vous pouvez me retrouver là-dessus si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Bah évidemment les messages privés je regarde tout le temps et c'est complètement à l'état de de brouillon incroyable. Mais il y a 2 semaines j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube et j'aimerais bien prendre les photos des gens et enfin j'en ai déjà quelques-unes et leur dire bah qu'est-ce qui va pas, comment on leur touche pour que ce soit mieux. Donc je pense que je vais faire plein de petits épisodes comme ça de 10 minutes. Donc il va y avoir la chaîne YouTube. J'ai commencé il y a 2 semaines, donc ça va J'en venir. ai pas parlé parce qu'il y a que 2 vidéos au moment où on enregistre. Exactement, mais vraiment j'ai plein de projets là-dessus. C'est juste faut s'y remettre. Tu sais ce que c'est. Ouais. Après bah moi je suis sur Adobe Live YouTube. Assez fréquemment. Sur la chaîne de Adobe France YouTube. Donc moi je suis là le lundi et le vendredi souvent. Et on parle de créativité, on reçoit plein d'artistes. C'est pas que de la photo. Et c'est assez chouette. Je te disais, tu vois, de s'ouvrir à autre chose, à d'autres domaines, à plein de trucs. Et c'est hyper cool. À chaque fois, ils nous partagent leur démarche, leur univers, leurs trucs. Si vous fouillez un petit peu dans les archives, de temps en temps, il y a quelques archives Adobe Live où je parle plus précisément de photos et de retouches. Donc je pense qu'il y avait des choses intéressantes qui ont été dites à ce moment-là. Et puis voilà, après les réseaux classiques. C'était une longue réponse, mais voilà. C'est une très bonne réponse. Je mettrai de toute façon tous les liens vers tes sites et tes réseaux sociaux et tout ce qui te concerne dans les notes d'épisode. Il me reste à te dire merci, à te remercier d'avoir participé à cet épisode, de nous avoir parlé aussi franchement. C'était hyper intéressant et encore une fois, tu vois, on est des univers photographiques assez éloigné, mais finalement, j'ai des petites pièces de toi qui vont intégrer mon arsenal photographique et dans quelques années, va savoir où ça m'amènera. Si ça se trouve, dans quelques années, je serai un de tes principaux concurrents, va savoir. Ce serait drôle de partir du mariage et d'en arriver là directement. Mais mais je te le souhaite, aller photographier des gens tout nus sur une plage à Bali, on a connu pire. Hein. Effectivement, c'est un beau programme de vie. Carrément. Et écoute, je te remercie Julien, c'était tellement chouette, plein d'amour et de bienveillance, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Écoute, j'espère que les auditeurs en auront retiré quelque chose aussi d'intéressant. Merci beaucoup, et puis j'espère qu'on se croisera en vrai la prochaine fois. Mais ouais, carrément, on va tous se faire une soirée l'année prochaine, voilà. Merci à tous d'avoir écouté ça, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, je suis toujours disponible, et merci Julien, je vous envoie plein de bisous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.